Ça fait un mois qu'on n'a pas utilisé, on dépoussière le tout, on va voir si ça pète ou pas. Ça pète pas. Oh, c'est magnifique. Incroyable. C'est incroyable. Ça y est, en Belgique c'est la rentrée pour les enfants. La semaine prochaine pour vous en France. Donc bon, voilà, on va faire la rentrée maintenant, hein, avec tout le monde. Tout le monde, il est là, tout le monde, il est venu. Tout le monde n'est pas forcément au top de sa forme, mais quand même, on est content d'être là. Enfin, j'espère. Oui. Oui. Ah, ou alors, Cécile, elle a figé. Ça fait un peu peur. Ah bah super. Ça fait peur, hein. Elle a l'air vénère. C'est la Mrs. Freeze pour le coup. C'est ça. Sophie, elle mange des Mr. Freeze. Et Cécile, C'est la Mrs. Freeze, ouais. Non, c'est Pour pas... arrêter ce Mr. Freeze Gate, s'il vous plaît. C'est le nouveau Tamer du Sprite. Ça prend de la place. De quoi qui prend de la place? Mais Mister Freeze dans le congélo. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut les manger. Ouais. Ça prendra moins de place. Bon, donc comme j'ai dit, tout le monde est là. Vous avez entendu Sarah. Salut. Mais il y a aussi Sophie qui ne veut pas qu'on dise qu'elle mange des Mr. Freeze, parce qu'apparemment c'est une honte. J'assume. J'aime les Mr. Freeze. Voilà. Voilà. Il y a Olivier, Salut. Mathieu, J'aime beaucoup les Mr. Freeze aussi. voilà, Elodie, Oh là! Florian et Bonsoir. juste au moment où j'allais dire Cécile, elle a disparu. Voilà. Disparu. Tu as dit. Je vais mettre le générique, peut-être ça va la faire revenir. En tout cas, ben voilà, c'est la saison 2 pour le podcast. C'est la 10e année au total, si on compte les saisons de Monsieur Siri and Friends, ce qui est quand même pas mal, hein, comme longévité. Cécile, tu es revenue. Oui, j'ai tout à sauter. Je vous entendais vous moquer de moi, mais je ne pouvais pas parler. Ah, Non! franchement, je sais pas si quelqu'un a fait une capture d'écran, mais on aurait dû. Parce que tu fixais. Tu connais l'histoire de l'ours qui fixe? Non, mais je suis pas sûre de vouloir la connaître. C'est une histoire Est-ce pour que enfants, tu mais- connais l'histoire du chien qui défixe? Oh, joli. Il y a encore une blague, non? C'est bon? Non, apparemment, la blague, c'est qu'Olivier est à l'eau, apparemment, donc... C'est Personne pas n'y ce qu'il y a croit. dans cette gourde. Hein. Ah. Titre. Allez, c'est parti. La potion magique. La potion magique. Il marche aussi. C'est étonnant. Par contre, effectivement, j'ai merdé un truc, c'est qu'apparemment, ils disent que c'est le numéro 37 sur Twitch et sur YouTube. Parce qu'on est en live sur YouTube et sur Twitch, comme l'année dernière. Et je sais plus comment on fait pour changer ces titres-là. Il va falloir que je retrouve le chemin de mes trucs. Bon, voilà. 2 mois d'arrêt. Hein. Ça, je pense que c'est le plus long qu'on ait fait depuis bien longtemps. Hein, parce qu'en général, on trouvait toujours de quoi discuter pendant l'été. Là, c'est... Ouais, non. On a trop de trucs à faire, on est trop fatigué, il fait trop chaud, il y a pas moyen, vous arrêtez ça. Donc ça veut dire que, logiquement, tout le monde a plein de trucs à raconter. Et Ah bah, non. quand on voit le tableau, oui. Voilà. Et oui, parce qu'il y a un petit tableau et qui, déjà, première question. Est-ce que vos vacances se sont bien passées? Est-ce que déjà c'était des vacances? J'ai pas encore eu mes vacances. Ah oui, c'est vrai, Pareil. toi tu les prends après. Oui, oui, bon. Apparemment, sinon, Suivante. je pense... voilà, je Nous, suppose... on a eu un peu et on repart, donc... On repart jeudi, donc nous, ça c'est bientôt les vacances. Ben voilà, donc il y en a qui repartent, et il y en a qui vont rester, qui seront là pour cette année, hein, pour discuter un peu culture, si vous voulez bien. Un peu de culture. Un peu culture. Comme on est devenu une émission érotique. Je trouve qu'on l'a toujours été. Ben oui, c'est ça. Culture Sandwich Club. Ben ouais, c'est déjà, on s'était pris en sandwich, donc forcément. Des hommes sandwich cette fois-ci. Ah oui, bah oui, des hommes et des femmes sandwich. Pourquoi pas. Bon, bah par contre, s'il y a encore des vacances, il y en a qui ont vu des choses, lu, regardé des choses, et on va commencer par toi, Elodie. J'allais dire Oui. Cécile, mais juste au moment où je vois le tableau, je suis... Il n'a pas charté correctement. Sauf si t'avais quelque chose à ajouter. Qui t'ai pas écrit. Elodie.
Et moi, cet été, j'ai pas fait beaucoup de bronzettes, j'ai plutôt fait Cold Case au frais. J'ai plongé peut-être la première dans Au bout de l'enquête, le magazine de France 2, présenté par Marie Drucker. Parce que, en fait, c'est tombé dans mes recos YouTube. Et vu que mon algorithme me connaît bien, s'il y a des gens qui meurent dans d'autres souffrances, forcément, je clique. J'ai l'impression qu'en fait toutes les femmes que je connais autour de moi ont ça dans leur algorithme, parce que c'est le truc d'enquête, de trucs avec des meurtres dans tous les sens. Peut-être méfie-toi de toutes les femmes qui t'entourent, parce qu'elles savent comment faire disparaître un corps. Alors, avec justement, on n'en a pas parlé quand je suis montée à Paris. Mais en parlant de femmes de ma vie, justement, ma femme, l'autre jour, est en train de faire des travaux dans notre pièce. Elle ponçait en écoutant des affaires sensibles ou ce genre de choses. Et j'entendais machin avait tué cette personne-là en la découpant. Ok, je retourne chez moi. Ça détend ce genre de truc. Ça aurait été drôle si elle avait trouvé un truc genre dans le mur en faisant les travaux. Là, on aurait eu un vrai twist. On aurait revenu en Belgique. On a juste trouvé des noix, donc il y a possiblement eu un écureuil à un moment donné. J'ai cru qu'il allait vraiment nous annoncer un truc. Putain, je suis dégoûtée. Le fameux écureuil de Bruxelles, il est revenu. On l'a retrouvé. Il a fait du trajet. Le tueur aux noix. Il a des noix à chaque passage. Une noix, une victime. Dis donc, il a fait du sueur. J'ai pas vu le documentaire Netflix. Ouais. Grave. Le tueur à qui il fallait pas casser les noix. Elodie, donc tu as regardé des trucs comme ça, mais pas que ça, je suppose. En vrai, Si. Non, j'ai regardé d'autres trucs, j'ai regardé un peu de séries, mais en vrai, j'ai rien regardé de transcendant. Mais j'ai pas regardé énormément de choses parce que j'étais un peu liquide sur mon canapé. Donc quand je suis absolument liquide, moi, le true crime, ça me rafraîchit un peu. Et non, c'est bien. Vous avez des cold cases. En plus, oui, tout à fait. Mais non, mais en fait, j'aime bien Au bout de l'enquête parce que c'est pas putassier, quoi. En fait, c'est plus axé sur vraiment l'enquête et tout ce qui va être technique et tout ça. Et il n'y a pas des reconstitutions à la con avec des très mauvais acteurs. C'est vraiment, ils interviewent les gens, soit les familles, les enquêteurs et tout ça. Je vous cache pas que hier soir j'en ai regardé un juste avant d'aller me coucher. C'était peut-être pas une bonne idée parce que c'était le pire épisode que j'ai regardé où vraiment il était atroce. Mais sinon, en général, c'est des affaires qui sont vraiment pas très connues et qui généralement sont en France, à quelques exceptions près. Mais donc du coup, si vous êtes grand fan de True Crime, en regardant Au bout de l'enquête, vous allez quand même tomber sur des enquêtes que vous avez peut-être déjà jamais vues. Est-ce que par rapport à un fait entre l'accusé, tu considères fait entre l'accusé comme putassier ou pas? En fait, fait entrer l'accusé, c'est qu'il y a quand même toute une mise en scène. C'est pas. En fait, c'est beaucoup plus sensationnaliste. Fait entrer l'accusé. Mais n'attaquons pas Christophe Ondelat tout de suite, s'il vous plaît. Non, mais je l'aime bien, mais c'est pas du tout le même style, quoi. Que là, c'est plus présenté comme un documentaire. C'est pas le documentaire Netflix non plus. C'est entre vraiment le reportage et le documentaire que fait entrer l'accusé. Il y a quand même un côté très théâtral dans la présentation et tout ça. Et c'est quand même plus axé sur les détails un peu morbides. Que là, par exemple, celui que j'ai regardé hier soir, on te donne l'enquête. À aucun moment on te dit comment les gens ils ont été assassinés. On te dit juste, ils ont été assassinés, mais ça s'arrête pas sur des détails très très dégueulasses, quoi. Ah, mais si on n'a pas les détails techniques, comment on peut refaire les choses à la maison? Je comprends pas. Comment je fais disparaître un corps si je sais pas comment? C'est ça. Alors, je vais vous dire parce qu'il y a quand même un invité dans cette émission qui s'appelle Alain Bauer et qui est professeur de criminologie. Fameuse moustache en fait, moustache de Dupont. Oui, tout à fait. Intervenant tout dans la régulier des moustache chaînes d'infos. et rien dans les cheveux puisqu'il a un magnifique crâne lisse. Tout à fait. Et qui c'est quoi lui ce rien vient... dans les cheveux? C'est aussi un titre, je suis désolé. Et qui lui en fait il vient faire une petite pastille à chaque fois et il vient répondre à des questions de faire une petite pastiche. Une pastille, ça ajoute à la fraîcheur. Hein. Oh là là, mais c'est un festival. Ouais. Donc, si vous voulez. 2 mois de pause de blague, là on lâche 2 mois de vanne. On est l'été, c'est la période pour les festivals. Ça tombe bien. C'est vrai.
Bon, voilà, regardez au bout de l'enquête, c'est sur YouTube. Par contre, dans une qualité dégueulasse, vous attendez pas, même pas du 1080. C'est France 2. D'accord, très bien. En parlant de YouTube et de 1080, vous avez vu que maintenant, même les personnes non premium peuvent télécharger la vidéo. Mais en maximum en 360-480p. Hein. Ouais, après, on peut le faire avec télécharger une vidéo.com. Bah, c'est oui, ça. Sauf que là, c'est directement dans l'app. Voilà. Oui, mais si c'est en qualité dégueulasse, je vois pas l'intérêt. Bah, sur un téléphone, c'est largement suffisant. Ça fait partie du programme Devenez astigmate avec YouTube. Encore du DIY, encore une fois. Cécile, je t'ai passé parce qu'il y avait rien dans le tableau, mais malgré tout, il y a eu des choses. J'ai réussi à faire un truc exceptionnel cet été. J'ai réussi à aller au cinéma 2 fois. Franchement. Slow clap. C'était pas arrivé depuis des années. Et donc j'ai vu, vraiment des films que personne n'a vu, vraiment inconnus. J'ai été voir Superman et les 4 Fantastiques. vraiment du film c'est les deux que j'ai pas vu. C'est les deux que j'ai pas vu. Voilà. Et pour le coup, c'était divertissant. On va dire, c'était pas les meilleurs DC et Marvel que j'ai vus, mais c'était cool. C'était attendu, mais ça faisait plaisir. C'était des bons films à popcorn, on va dire, pour passer un bon moment. Ouais. Pas de grosses surprises, mais pas de déception. Donc, vu ce qu'on a eu dernièrement, c'est déjà bien. Dans Superman, on a eu un très bon Lex Luthor, de mon point de vue. Ça manquait par contre de Clark Kent. Je trouve qu'on a beaucoup Superman et on n'a pas assez Clark Kent. Et moi, j'aime bien la balance entre les deux. Après, moi, j'ai été team plutôt les aventures de Lois et Clark. Donc, on est vraiment plus sur Clark que sur Superman. Donc, forcément, voilà, ce côté-là me manque. En plus, je pense que l'acteur fait un très bon Clark. Donc, c'est dommage qu'on l'ait pas assez. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup le Daily Planet de façon générale, alors qu'en plus il y avait des super acteurs pour jouer. Ils ont fait un super cast pour le Daily Planet et ils en ont pas assez profité, je sais pas. Ou alors on le voit pas assez torse nu, hein, je veux dire, c'est ça aussi, c'est le problème. Hein. C'est là que je te rejoins pour une fois, on est d'accord, Sophie. Voilà, je pense ils ont peut-être filmé des choses et ils ont coupé au final pour que ça rentre dans le film. Je sais pas. Je sais pas quelle a été la direction là-dessus. Supergirl qui est introduite dedans, à voir ce que ça va donner. J'aime bien l'actrice. Et puis sinon, les 4 Fantastiques, Pedro Pascal fait le job, même si moi j'aimais beaucoup la première version qu'ils avaient faite des 4 Fantastiques. Ça y est, nous avons atteint le point Pedro Pascal. C'est bon, il a été atteint. Au bout de 12 minutes. Oui, mais en même temps, il est partout. Alors au bout d'un moment, forcément, on le croise. Ouais, là, c'est sûr. Sauf dans mon salon, c'est bien le problème. Fou, hein. Putain, elle m'a devancé, j'avais pas eu le temps de me démute. Après, assez convenu, je trouve. Ce qui m'embête, c'est toujours quand on a des personnages très intelligents dans des films et que tu comprends la strate 10 minutes avant eux. C'est lui le génie, normalement, c'est pas moi. Alors, c'est bien, je me sens intelligente, mais moi, ça me fait les sentir un peu teuteux, quoi. C'est l'intelligence à l'américaine. C'est ça, généralement, de base, c'est un peu plus faible que la nôtre. C'est le problème, mais bon, oui... Quand on te dit une phrase 3 fois, qu'on te la répète et que vraiment on insiste dessus et qu'ils mettent à la 3e fois, ils font mais c'est une idée ça. Bravo les gars, vraiment, oh là là, on n'y avait pas pensé les deux. Voilà, c'était un peu ma réaction sur le film. Mais sinon, c'était sympa, les personnages sont bien interprétés, les acteurs sont bons. Les CGI étaient jolis, moi j'ai trouvé les images, j'ai bien aimé la vibe qu'il y avait rétro-futuriste, 70 du futur, moi j'aime bien ça. Et puis sinon, j'ai écouté pas mal de livres audio cet été, j'ai enfin fini Zodiac Academy que j'avais commencé en début d'année. Alors, on se dit mais mon Dieu, mais tu as mis tant de temps. Il y a 9 livres, plus un préquel qui en fait 5, plus des livres entre. Donc oui, j'ai enfin fini la saga et c'était long. Et donc c'est sympathique, c'est pour une romantasy, donc entre romance et fantasy dans une académie de magie. Et non pas une romantada. Non. Il y a des romantasy qui font des romantadas en ce moment, ça se vend très très bien au niveau littéraire. Apparemment, oui. C'est la teuf. Et donc moi j'ai beaucoup aimé. Après, c'est vrai que sur la fin, ça devient long. Ça, faut avouer que quand on est au 9e livre, tu te dis, peut-être il y en avait trop. Vraiment. Oui. Au bout du 15e livre.
Écoute, ça fait 15 livres de 900 1000 pages. Ça commence à être un peu long. Oui, un peu. Ça se vend toujours aussi bien, quoi. C'est ça qui est fou. Bah, c'est ça. Et ça fluctue au niveau des livres. Et puis surtout, on commence, c'est souvent comme ça, hein, quand c'est des livres qui se passent dans une académie de magie, ou enfin, ce style-là, souvent, très vite, tu quittes le domaine académique, donc tu as plus cette ambiance, tu changes d'ambiance en cours de saga, forcément, parce que les personnages évoluent, les intrigues aussi, donc on perd ce côté cours de magie, on apprend comment ça marche, etc. Et puis forcément, on est sur du classique où les héroïnes sont les sauveuses du monde, elles ont les plus gros pouvoirs de la planète, etc., etc. Donc forcément, on a un step, ça monte très vite en pouvoir, donc voilà, l'intérêt change un peu. Mais j'étais contente quand même d'arriver à la fin. C'est un commitment, quoi. C'est quand on commence, on sait qu'on en a pour longtemps. Donc après, si ça plaît, ça fait pas mal de contenu dont on peut profiter. C'est un bon truc. Et tu disais que ça se vend toujours beaucoup, mais ok, ça se vend, mais est-ce que ça se lit beaucoup? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont l'acheter. À Lyon, on a trois librairies uniquement dédiées à la romance. Là, il y en a une qui vient d'ouvrir, j'y vais vendredi d'ailleurs. Ça marche super bien. La romantaisie, c'est un délire. C'est un truc de zinzin. Ils font des... T'as des librairies café, t'as des rencontres. Mais je dis pas que le genre ne marche pas. Des festivals de livres aussi. Hein. Je dis pas que le genre ne marche pas et n'a pas ses fans, mais est-ce que... Parce que je vois ça beaucoup, c'est le côté biaisé des réseaux sociaux de... Voilà ma pile à lire. Et j'ai l'impression que, en fait, vous les lisez ou il y a juste une pile à lire qui sert de décor? Alors, je te montrerai ma pile à lire et ma pile de lu. Oui. Ouais, alors moi j'ai au je bureau, jamais une pile de lu en fait. J'ai des expertes et notamment une nana qui m'impressionne. Je pense qu'elle doit lire 3 livres par semaine. Elle les enchaîne. Elle a une bibliothèque incroyable. Elle fait tous les festivals de New Romance. C'est énorme. Hein. De toute façon, on le voit. Moi, je l'ai vu. J'ai commencé à voir le shift même là-dedans. C'est quand tu vas à la Fnac et que dans les zones d'entrée dédiées dans les tops de vente, maintenant, tu as quasiment les 2/3 qui sont des livres de romantasy. Et même quand on commence à avoir des PLV qui sont vraiment dédiés à ça, c'est fou. Honnêtement, c'est fou. En France, le plus gros éditeur aujourd'hui, c'est Hugo Publishing, celui qui vend le plus. Mais c'est... Est-ce qu'ils m'ont pris de la thune? Non, mais là, en plus, Hugo, enfin la partie Hugo Romance, qui va sortir la nouvelle saga de Morgane Moncomble l'année prochaine sur de la romance historique. Donc, ils vont taper aussi maintenant dans la romance historique. Non, ça se diversifie énormément. Hugo Romance, ils sont bien lancés là. Et c'est vrai qu'il y a maintenant, il y a tout un business aussi autour de la romantaisie avec les éditions collector, les jaspages, donc des livres qui sont vraiment travaillés, des belles couvertures, vraiment maintenant même du coup le jaspage, c'est vraiment les pages qui sont décorées, etc. C'est sublime. Voilà, par exemple, Sophie nous fait une démonstration. Je n'ai aucun livre avec jaspage. Je suis dans une tristesse terrible parce que moi je consomme beaucoup en livre audio, j'avoue. Audible et Spotify. Alors j'ai quitté Spotify, mais Audible continue à me fournir pas mal. J'ai quitté Audible. Ouais, j'ai arrêté Audible aussi parce que là j'ai un stock, donc je peux tenir encore un peu. Ouais, c'est trop. Au bout d'un moment, mais pour en revenir à ce que dit Fred, le truc c'est qu'en fait c'est vrai qu'on a des énormes piles à lire, mais c'est parce qu'en fait il y en a. T'as des chiers de livres qui sortent toutes les semaines quasiment. Du coup, en fait, je pense qu'on est toutes, je pense qu'on est toutes à beaucoup acheter, mais parce qu'en fait, on consomme énormément et qu'en fait, il y en a tellement qu'en fait, t'as l'impression qu'on les lit pas tous, mais en fait, il y en a, mais vraiment beaucoup. Moi, tu vois, je fais le parallèle. T'as des sagas en plus. T'as des sagas. Moi, je sais par exemple, il y a une saga, c'est la saga d'Oren que je lis. Il y a 6 tomes. Là, on attend le tome 6 comme le Messie parce que ça fait 2 ans qu'on l'attend. Et mais c'est vrai que t'en as tout le temps qui sortent et à la fois françaises, américaines aussi beaucoup, et c'est pour ça aussi qu'en fait t'as l'impression qu'on a des piles à lire énormes, mais parce qu'en fait l'édition en elle-même, tout ce qui sort c'est énorme quoi. Moi tu vois, j'en suis à 30 de livres pour l'année là pour l'instant et je suis pas une énorme consommatrice. Mais je fais le lien avec... Moi j'en ai lu 2 depuis le début de l'année, donc Ah, t'as pas avancé depuis que tu m'as dit que t'en avais lu 2 il y a 3 semaines? Bah ouais. Mais voilà, mais c'est ça. Moi, je l'assume, mais j'arrête d'acheter des livres parce que j'ai quand même encore une pile à lire depuis 2 ans qui ne sort pas. Je lis beaucoup plus depuis que je suis avec Olivier parce que du coup, lui, il doit bouffer. Lui, il va à la bibliothèque, genre qui fait ça déjà de base. Moi, parce que j'ai un enfant.
Bah voilà. Vous faites partie des gens que je trouve incroyables. Moi, j'ai jamais de ma vie, passé 10 ans, je me serais dit, je vais aller prendre un livre à la bibliothèque. Donc, ouais, j'ai du mal à descendre. Déjà, de base. Voilà. Mais oui. En tout cas, voilà, petit message pour les personnes sur les réseaux sociaux, montrez parfois votre pile de lu à côté de votre pile à lire, parce que ça, voilà, c'est un peu comme si moi je montrais mon backlog ça serait un bon challenge de jeux. Ça serait un bon challenge de début de saison, en fait, votre pile de lu versus votre pile de livres. Ah, moi, le problème, c'est que je risque de montrer que des gâteaux, hein, je vous préviens. C'est ce que j'allais dire, on risque d'avoir des personnes qui vont nous montrer des princes de lu. Comme ça, on est à peu près dans la romantésie, il y a un prince. Non, mais on est pas en vrai, c'est ça. Hein, tu veux dire, est-ce qu'il faut regarder ta bibliothèque Steam avec tous les jeux que t'as pas joué, tu vois? Moi, il faut pas regarder ça non plus, tu vois. Et tout mon bêta série avec toutes les séries qui sont pas vues. Je veux dire, la pile à livres, la pile à lire, c'est vraiment une partie du problème. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est une partie du problème. Mais le problème des piles à lire, c'est que tu vois un livre, tu dis ah putain, faut que je l'achète, je le lirai plus tard. Et en fait, c'est ça aussi le truc, c'est que je viens d'avoir un concept de pub que j'aurais pu faire. Non, mais c'est le capitalisme, tout ça, en fait. Salon esthétique et bibliothèque, et pile à lire. On nous incite à acheter vite pour continuer à consommer vite. Alors qu'il existe. Alors qu'il n'y a pas d'urgence, en fait. Alors qu'ils sont à la bibliothèque gratuitement. Oui, mais c'est pas l'édition limitée avec le beau jaspage. Une fois que tu l'as lu, tu l'achètes en édition limitée pour l'avoir. Bah non, parce que l'édition limitée, elle est limitée. Pas tout le temps. Édition limitée. Ouais, pas tout le temps, parce que des fois, t'achètes une super belle édition limitée à 30 balles et une semaine plus tard, t'as fait gaffe au livre et tout le jaspage disparaît et t'as envie de niquer des mères. Ouais. Voilà. Parce que, l'argent. On dit que les jeux vidéo, ça rend violent, mais apparemment, les livres aussi. Hein. Oh. Ouais, le livre que t'as payé 30 balles, il peut te rendre très violent, ouais, j'avoue. Ah, et puis t'as pas vu les Shadow Daddy, etc. Hein. On se sait. Daddy, où ça? Shadow Daddy. Shadow Daddy. En tout cas, il est temps que vous fassiez votre épisode spécial, hein, vous deux, là. Ouais, faut qu'on s'en occupe, ouais. Voilà, ça serait quand même pas mal. Je reprends le boulot le 8 septembre, hein, donc je suis dispo quand tu veux. Faut se dépêcher. Olivier, toi qui vas à la bibliothèque, mais tu ne vas pas qu'à la bibliothèque, quand même. Non, je vais pas qu'à la bibliothèque, et surtout, je viens de m'inscrire à la bibliothèque. Donc je viens à la médiathèque. Donc oui, bah moi cet été j'ai eu beaucoup de temps, donc pour une fois, donc j'ai vu, lu et entendu plein de choses. En termes de livres, j'ai lu 3-4 livres, mais il y en a un qui m'a particulièrement que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Les Aventures d'Arthur Gordon Pym. C'est un livre d'Edgar Allan Poe. Donc j'avais dans ma jeunesse j'ai lu beaucoup d'Edgar Allan Poe, mais celui-là m'était passé un peu sous le radar, donc j'étais content de découvrir un Poe que je connaissais pas. Et ça raconte donc au 19e siècle, ça raconte l'histoire d'un mec qui fait son premier voyage en tant que mousse sur une goélette. Et en fait, il se trouve qu'il va lui arriver les pires aventures qui peuvent arriver sur la mer. Donc il va se retrouver au milieu d'une mutinerie ultra violente, d'un naufrage. Il va devoir vivre avec le cannibalisme. Il va rencontrer des autochtones sur une île, et les autochtones sont vraiment pas très sympas. Donc voilà, donc en 300 pages, il va lui arriver les pires trucs qui puissent exister dans le monde. Et du coup, c'est vraiment un livre c'est un vrai livre d'aventure qui fait vraiment flipper, qui est assez accrocheur. Moi, il y avait des moments où j'étais très stressé pour lui, le pauvre jeune homme, et qui est assez dépaysant, puisqu'on va découvrir les mers d'Amérique du Sud. Donc c'est quand même enfin, vraiment c'est un bouquin que j'ai commencé et que j'ai vraiment eu du mal à poser, tellement à chaque fois j'étais hyper stressé par ce qui arrivait à ce pauvre jeune homme. Donc je vous le recommande, c'était une très bonne lecture d'été. Du coup, c'est l'inspiration pour Il était un petit navire ou Ouais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est le jeune mousse, il se fait manger dans la cantine. Hein. Oui. Ouais, alors là, il se fait pas manger parce qu'il lui arrive encore d'autres trucs pires derrière, mais pire que se faire manger. Non, mais pire que de manger de l'homme. Donc, ok. Et juste une question pour quelqu'un qui n'a jamais lu quelque chose de l'auteur, est-ce que c'est un beau pot de départ? Eh ben, en vrai, c'est presque en dehors du jeu de mots, c'est presque c'est vrai que c'est pas mal, parce que
c'est plus facile à lire, je trouve, en termes d'écriture que ce qu'il a pu écrire dans ses nouvelles et ses romans fantastiques, qui sont en général très descriptifs, très de manière. Ah non, c'est franchement. Ah, c'est sorti du cœur. Non, c'est pas sorti du cœur, mais il a quand même des romans qui sont longs dans la description. Il y a pas un truc où il y a un chat qui est enfermé dans un mur? C'est un peu la manière d'écrire de l'époque, hein. Mais c'est plus c'est plus dans la recherche de la poésie dans le truc, alors que là on est vraiment que dans la que dans l'action, que dans que dans les mange des gens. On est vraiment tu vois, c'est du Jules Verne, voilà. Mais Poe, il te transporte dans un autre univers quand même. Donc ce livre, c'est un peu un pot d'échappement. T'as déjà eu de la mienne, c'est ça, hein. Je devais te faire enchérir, en fait, tu vois, c'est 2 minutes de sérieux et... Il l'a préparé depuis tard. Ah merde, qu'est-ce que je peux faire avec Poe? ça se lit au lit, c'est un pot de chambre, voilà, t'es content. Avec une pile de lu. Ah oui. Vas-y Olivier, continue. Sinon je suis content parce que j'ai vu pas mal de séries que j'ai trouvé vraiment chouettes. Il y en a une dont je vais parler plus en détail tout à l'heure dans ma reco. Mais sinon il y a la saison 4 de The Gilded Age qui a été mis à disposition chaque semaine, enfin un épisode par semaine. C'est la 3, je crois. 3 ouais. Je suis perdu dans les... Alors la 3, si... Oui, alors c'était la saison 4 de Abbott Elementary dont je voulais parler aussi. Donc The Gilded Age, c'est la série de Julian Fellows à qui on doit Downton Abbey, et ça raconte en gros ça raconte le New York, ça raconte l'histoire de plusieurs familles dans le New York de la fin du 19e siècle. Et cette saison 3, alors déjà j'avais beaucoup aimé la saison 2, mais la saison 3 est vraiment vraiment très chouette à suivre. C'est comme Downton, quoi. C'est rempli de drama, d'histoires d'amour, de mariage, de divorce, de coups de pute, de trucs joyeux. Enfin, c'est vraiment un melting pot de hyper sopesque de tout ce qu'on peut imaginer d'une série de Julian Fellows. Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup et qui fait la particularité de cette série-là, c'est Carrie Coon qui joue dans la série et qui joue le rôle vraiment alors moi j'ai noté intrigante, mais c'est pire que ça, c'est réaliste. Ouais, c'est vraiment elle a aucune vergogne à défoncer les autres pour monter dans l'échelle sociale, et c'est assez jouissif en fait à voir, vraiment ce jeu. Et il se trouve que encore plus que dans les autres saisons, il y a beaucoup de cliffhangers, de trucs comme ça à la fin des épisodes, et du coup il y a encore plus le côté sériel, sopesque, pop et tout. Enfin, vraiment c'est une série qui, je trouve, se bonifie avec le temps, et tout en gardant les comment dire, ce qui était bien dans Downton Abbey, ça garde ça, mais ça rajoute le côté plus le côté plus guerre industrielle de cette période-là, et c'est assez c'est vraiment sympa à regarder. Comme je vous le disais, j'ai regardé la saison 4 d'Abbott Elementary aussi, enfin la deuxième partie de la saison 4, et moi je trouve que c'est une série qui, pareil, se bonifie avec le temps. Je trouve qu'elle a vraiment trouvé son ton, c'était déjà le cas dans la saison 3. Et maintenant j'aime vraiment tous les personnages. Je trouve qu'il y a de très bonnes vannes qui sont distribuées dans les dialogues, et donc voilà, donc c'est vrai, ça fait vraiment partie des séries où je me dis ah cool, il y a un épisode à regarder, quoi. Et ça, il y en a en comédie, il y en a plus tant que ça. Donc je trouve que ça fait plaisir à voir. Et il y a une autre série que j'ai aussi beaucoup aimée. Alors ça, je l'ai pas terminée parce que je suis en cours de saison 2. Mais c'est Superman and Lois, qui est disponible sur HBO Max également. Et c'est marrant parce que du coup Cécile parlait du film de James Gunn. La série, en fait, elle se rapproche beaucoup plus. C'est plus
c'est presque plus une suite de Smallville que un truc qui a un rapport avec le film de James Gunn, quoi. C'est vraiment et moi c'est vraiment ce que je préfère dans Superman, c'est-à-dire que là on est dans une série où Clark Kent et Lois Lane sont mariés, ont eu 2 enfants et sont retournés vivre à Smallville parce que la vie dans la grande ville c'était plus trop leur truc. Et du coup, enfin voilà, le but de la série, c'est de voir comment on peut vivre une vie normale quand on est un super-héros et que son fils commence à développer des pouvoirs un peu surnaturels. Et voilà, enfin moi je suis comme Cécile, je suis beaucoup plus le côté Clark Kent et le côté vie normale d'un super-héros quand il s'agit de Superman que le côté grand guignol de James Gunn. Donc si vous avez pas pris votre pied devant le film qui est sorti là, moi je vous conseille de voir cette série là parce que il y a un côté c'est vraiment un soap c'est un soap de super-héros quoi. On a vraiment le côté les histoires d'amour des enfants, des parents, des machins, enfin c'est de la pure série et j'ai trouvé ça très agréable à regarder. Je trouve que les effets spéciaux pour une série sont plutôt bien faits, c'est pas au niveau du cinéma mais ça reste quand même très correct pour une série de cet acabit. Donc voilà, je conseille. Alors moi, je suis en milieu de saison 2. J'espère que ça va être toujours aussi bien. Je crois qu'il y a une quinzaine d'épisodes par saison, donc c'est quand même des saisons assez longues. Et donc on a le temps de s'identifier aux personnages et d'apprendre à les connaître et de les aimer. Donc c'est plutôt cool. Sinon en termes de cinéma, j'ai vu beaucoup de films. Je pense que je dois être pas loin d'une vingtaine de films en 2 mois. Et les 3 que je retiens en plus de Kneecap dont va parler Sarah, je crois. Et les 3 que je retiens, c'est surtout Sorry Baby d'Evan Victor. C'est son premier film et ça raconte l'histoire d'une femme qui a été violée par son directeur de thèse et dont la vie a été évidemment bouleversée. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que le traitement du sujet est vraiment différent. C'est quand même un sujet très dur et c'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur ce sujet-là. Et en fait, elle le traite avec beaucoup de recul et parfois même de l'humour. Enfin, à la base, elle, je crois qu'elle était youtubeuse, elle faisait des trucs d'humour sur YouTube. Et surtout, elle est partie dans une interrogation sur le fait que elle se sent pas assez victime en fait. Et du coup, elle prend un chemin qu'on a très peu l'habitude de prendre pour ce genre de sujet. Il y a un côté très Phoebe Waller-Bridge en fait dans sa manière de raconter les choses. C'est un peu Fleabag en moins speed. Et voilà, du coup, j'ai trouvé ça très joli, très bien filmé. Et il y a des scènes qui sont vraiment très très jolies, et notamment la scène d'une rencontre avec un vendeur de sandwich qui, de ses propres dires, a une tête de pomme de terre. Et c'est probablement l'une des scènes les plus belles que j'ai vues cet été au cinéma. Donc voilà, un film qui est pas si sombre que ça sur un sujet très sombre. Sinon, j'ai vu aussi un film qui s'appelle Touch. Et voilà, on reste dans le film très subtil, mais cette fois-ci beaucoup plus zen. C'est en fait l'histoire, c'est la quête d'un vieux monsieur islandais qui part en plein Covid à travers le monde pour retrouver son amour de post-adolescence. Quand il travaillait dans un restaurant japonais dans les années 70 à Londres. Donc il est tombé amoureux de la fille du gérant et ils ont eu une histoire d'amour. Il y a quelque chose qui a fait qu'ils sont quittés de vue et il part à 80 ans pour essayer de la retrouver à travers le monde. Et c'est un film qui est très joli, qui est hyper délicat entre passé et présent, et où la nourriture, moi ça j'adore, quand la nourriture joue un rôle
à la fois sensuelle et à la fois de transmission, puisque il y a toute la relation qu'il a aussi avec le père de sa copine qui va lui apprendre à cuisiner la cuisine japonaise. Et voilà, moi j'ai adoré suivre ce vieux monsieur qui en a à peu près rien à foutre que le monde entier se confine autour de lui et qui n'a qu'un but, c'est de retrouver cette femme, la seule femme qu'il a jamais réellement aimée. Et voilà, c'est vraiment très très joli. Les scènes de fin sont très belles, très bouleversantes. Et il y a un élément dans tout ça dont je vous parle pas, mais si vous avez envie de voir le film, c'est qui ramène encore une dimension supplémentaire au film. Et vraiment, je trouve que c'est l'un des très 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 beaux films de l'été. Et dans le style, encore un film très très subtil et très doux. C'est un film que je voudrais mettre en avant, qui est sorti il y a peu de temps et qui s'appelle À feu doux. C'est un film indépendant américain qui raconte en fait les premiers. Lunettes, c'est ça? Pardon? C'est l'opticien? À feu doux? Il est fou. Il est fou à feu doux. Il est fou à feu doux. Et non, ça raconte pas l'histoire d'un opticien, mais d'une ancienne cuisinière de Brooklyn qui, on va suivre en fait ses premiers jours dans son arrivée dans un EHPAD. Et parce qu'en fait elle commence à perdre la tête et elle peut pas s'assumer toute seule et son fils n'a pas le temps ne peut pas s'en occuper, donc du coup il la met dans un EHPAD et en fait de manière très délicate on va se plonger dans le quotidien de ce qu'on peut appeler des mouroirs où les gens perdent leur identité pour devenir des zombies totalement infantilisés. Et en fait il se trouve qu'elle va tisser une relation un peu particulière avec l'une des infirmières qui est à la fois infirmière mais à la fois en train de faire ses études pour devenir médecin. Et je trouve qu'il y a un joli contraste qui se passe entre elles, entre celle qui va être amenée à quitter l'EHPAD une fois ses études terminées et celle qui sait qu'elle ne sortira probablement pas de ce lieu. C'est un film qui est pas forcément très joyeux, mais ça me semble être un film assez rare et indispensable parce que je trouve qu'il faut qu'on voit cette vieillesse à l'écran. Il faut qu'on voit les corps des gens âgés. Et il faut rappeler tout le temps que ces gens qu'on met dans ces EHPAD sont des personnes, qu'elles ont une histoire, qu'elles ont des talents, et qu'on oublie tout ça trop souvent. Et je trouve que en 1h30, rappeler tout ça, c'était assez important, et de le faire avec beaucoup de délicatesse et de joliesse, c'est une bonne façon de le faire, quoi. Donc voilà. Ça c'était Touch. Alors. Ça c'était À feu doux. À feu doux. Oui, Touch c'était juste avant. Ouais. Ça j'avais fait la blague juste avant. Sophie, à part ta pile à lire et ta pile de lu non, mais moi c'est joli. Non, moi cet été j'ai vu en boucle grâce à ma fille K-pop Demon Hunters. Ça a été un peu le film de mon été. Donc du coup, je viens de voir un mème qui disait les parents quand ils voient que la version karaoké est arrivée et c'est Jonathan Cohen qui fait c'est exactement ça. Je Après, le prends moi. Ça pourrait être pire parce que les chansons sont quand même plutôt sympas. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être les karaokés de Patrick Sébastien. Et j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux, mais bon, après les réseaux, les gens sont des cons qui disaient ouais, mais la VF elle est atroce et tout. Bah en fait non, la VF, la VO est excellente, mais la VF, il y a pas à rougir. En plus, celle qui a géré tout la directrice de je sais pas quoi là au niveau de la VF, c'est Anaïs Delva. Donc je veux dire de plateau. Donc Elsa s'est très bien débrouillée, hein, elle a fait ça très bien. Ensuite, j'ai vu Superman aussi. J'ai jamais autant eu envie de bitcher sur un film et je suis sortie, j'étais extrêmement frustrée parce que j'étais partie en disant bah voilà, il n'y a pas Henry Cavill, on m'a enlevé Henry Cavill, allez tous vous faire foutre, et ben en fait non, merci James Gunn. Moi j'ai vraiment bien aimé ce film et j'ai trouvé et en fait ce film m'a réconcilié avec Nicolas Hoult, que je suis pas fan. C'est pas un acteur dont je suis fan à la base, et j'ai trouvé que comparé à Jesse Eisenberg, en fait il était vachement bien en Lex Luthor, mais c'était pas difficile en même temps de faire mieux, hein. On partait de loin, hein. C'est le gros point fort du film, c'est sûr. Bien sûr. Honnêtement, sans lui le film il s'effondre. Non, je suis pas d'accord. Crypto est un super dogo, donc voilà. C'est insupportable.
C'est insupportable. Ah, moi, ce qui était insupportable, c'est qu'à chaque fois, j'avais la chanson le générique de Crypto Super Jack dès qu'il apparaissait. C'était très long dans ma tête. Mais surtout, il apparaît très souvent, donc tu devais l'avoir très souvent. C'était rude. Donc en fait, elle a rien compris le film parce qu'elle a pas entendu les dialogues. Non, mais franchement, moi, j'ai passé plutôt un bon moment, donc voilà. J'ai fini Clair Obscur. Je me suis faite rouler dessus par Clair Obscur parce que clairement, ce jeu j'ai chialé. Je pense avoir rarement autant pleuré devant un jeu, quoi. Je veux dire, la dernière fois que j'ai pleuré autant, c'était devant BioShock. Et honnêtement, enfin voilà, je ne pourrai jamais cesser de recommander ce jeu parce que il est incroyable, vraiment. Enfin, on en avait parlé dans les trucs qu'on avait fait. J'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré, vraiment beaucoup. Enfin, tu veux dire que t'étais un peu et un peu non. Ouais, voilà. J'étais surtout à la fin, mais vraiment, hein, je veux dire, c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé incroyable du début à la fin et qui, franchement, s'il finit GOTY cette année, il l'aura pas volé parce que c'est voilà. Cyril l'a terminé aussi, il a chialé aussi. Enfin, je veux dire, vraiment, voilà. Pour moi, c'est vraiment un jeu incroyable. Je le dirai jamais assez. Et le fil rouge, moi, de mon été, c'est The Summer I Turned Pretty, où tous les mercredis soirs, je pète un câble sur des gosses de riches qui font de la merde parce qu'il y a une meuf qui n'arrive pas à se décider entre deux frères et qui va juste éclater une famille. Et voilà. Alors, attends, mais ça fait combien de saisons cette série? C'est la 3e saison. Mais en fait, il y a 3 livres. Choisi au bout de 3 saisons? En fait, il y a 3 livres. Si tu veux, les 2 premiers livres. On peut pas dire parce que sinon ça va spoiler pour certaines personnes. Non, je vais pas spoiler. Première saison, elle devient jolie. Deuxième saison, elle se tape les 2 frères. 3e saison, c'est 3 ans plus tard. Et voilà. Et j'irai pas plus loin. Moi, je connais la fin. J'ai lu les livres, mais je veux dire, le problème de la série, c'est qu'au-delà du fait que Belly aurait dû se choisir elle-même et puis se barrer au lieu de se taper 2 frères, hein, parce que tout est normal, c'est vraiment qu'en fait, ils sont obligés de mettre des sous-intrigues à côté, parce que sinon, déjà les livres, on va pas se mentir, hein, les livres, ils doivent faire 150 pages à tout casser, et ils nous font un peu une Peter Jackson. Si on a un livre de 150 pages, il faut qu'on fasse 3 films de 3 heures parce que je sais pas faire autrement. Il y a un dragon à un moment qui arrive. Franchement, ça ajouterait tellement de trucs. On n'est pas loin quand même. Mais en fait, il y a des sous-intrigues où en fait, on s'en branle. L'histoire de Taylor et Steven, je m'en fous. L'histoire de la mère de Taylor, je m'en fous. C'est voilà. Et puis à la fin, c'est un peu le souci qui se voit beaucoup dans cette saison 3, c'est que les sous-intrigues, en fait, elles sont tellement rajoutées, mais alors au forcing, qu'en fait, t'en as vraiment rien à faire des autres personnages. En fait, toi, tu veux juste que l'imbroglio se démêle, et c'est tout. Le reste, ça, on s'en fout. Mais le problème, à côté de ça, c'est que t'en as rien à foutre des histoires secondaires, mais que l'histoire principale, en fait, au bout d'un moment, t'en as rien à foutre non plus, parce qu'en fait, t'as envie de mettre des coups de baramine à tout le monde. Je veux dire, Jeremiah, t'as envie de lui mettre des coups de tête. Belly, t'as envie de dire, franchement, arrête, meuf, on est 10 milliards. De ce genre de série, quand même. Mais non. Non. Non, en fait, par rapport à ce qu'on a eu dans les 2 premières saisons, non, tu sens vraiment qu'il y a un changement. Mais c'est un peu le genre de série que, de toute façon, dès que c'est des gros riches que t'as envie de taper, tu vois, il y a le code. Belly, t'as envie de lui dire, meuf, on est 10 milliards sur Terre, pourquoi fallait que tu te tapes 2 frères? Je veux dire, sors dans ta rue, tu verras d'autres mecs. Bon, arrête. C'est leur kink, hein, donc. On ne juge pas les kinks. C'est pas le mien. Et puis Conrad aussi, t'as envie de lui dire, chaton, enfin, il y a d'autres meufs aussi, enfin, voilà, je veux dire. C'est pas grave. C'est la dernière saison, là, du coup? Ah oui, Dieu merci. Hein. D'accord. Oui, en fait, alors, apparemment, il paraîtrait qu'il va y avoir des spin-offs, mais enfin, merci, mais non merci. Mais c'est vrai que cette saison 3 est compliquée, et heureusement, j'ai plein de copines avec qui je peux bitcher tous les mercredis, donc voilà, quelque part, j'y trouve mon compte. Hein. Pour moi, c'est le but du truc, quoi. Ouais. Et puis après, t'as aussi des changements de personnages aussi, où t'as un personnage dans les 2 premières saisons qui t'est présenté comme étant un peu le goat, il est trop mignon, il est trop choupi, il est trop ci, trop ça. Saison 3, c'est juste la dernière des merdes, et tu te dis, ça aussi, enfin, voilà. En fait, c'est amené de façon tellement abrupte, et pas du tout fine, que tu te dis... Ouais, en fait, il fallait juste trouver un moyen de faire en sorte que tout le monde le déteste, parce qu'il fallait que tout le monde le déteste, quoi. C'est ce genre de série, oui, moi j'ai l'habitude aussi, voilà, on est là aussi pour ça, mais
il y a quand même un minimum de logique et de cohérence dans ce qu'ils font. Et là, en fait, la saison 3, la cohérence, ils l'ont mis la logique. Voilà, complètement à la poubelle, quoi. C'est un peu le problème que j'ai. Parce que, pour le coup, de base, c'est pas une grande série, je veux dire, c'est quelque chose que j'aurais oublié, voilà, c'est pas The Last of Us, c'est la série quoi. d'été, c'est très bien. Mais tu vois, c'était un peu un truc un peu doudou, tu te disais, c'est choupi, ils sont mignons et tout. Mais à la fin, tu te dis, même les gens les plus choupis, en fait, j'ai juste envie de te mettre un coup de tête, quoi, je veux dire, prends tes dollars, essuie-toi les yeux avec, et va-t'en, va vivre ta vie, quoi. Pour donner un exemple dans le même genre de série, Virgin River, dont on a déjà beaucoup parlé, il y a un personnage que tout le monde a détesté depuis le début, et ils ont réussi à réécrire, à réamener pour qu'en fait finalement tu dis ouais en fait finalement ça va en fait celle-là ça passe, on la déteste plus, on l'aime pas forcément non plus. Je suis jamais arrivé à ce stade-là. On dit pas qu'on l'aime, mais en même temps c'est même plus genre on la hait au point de vouloir la frapper quoi. Donc là maintenant c'est genre ok. C'est toute la puissance des séries au long cours en fait. Là ils en sont à la saison 7 ou saison 8. En faisant ça et en prenant en compte en fait les retours des téléspectateurs, tu peux construire des arcs et tu peux essayer de faire évoluer les personnages pour les rendre un tout petit peu plus aimables, ce qui est moins le cas dans des choses où tu as le cahier des charges à respecter d'adaptation comme Summer Return Pretty. River, c'est aussi une adaptation. Hein. Et puis c'est surtout que super fidèlement les livres, tu justement. Moi j'ai grandi avec Dragon Ball Z où la plupart des potes de Son Goku c'est ses anciens ennemis donc. Oui, mais c'est surtout que The Summer I Turned Pretty, t'as Jenny Han qui a écrit les livres, elle fait les scénars, elle réalise des épisodes. Enfin, là, la meuf, en fait, elle fait vraiment ce qu'elle veut. Et le truc, c'est qu'elle sabote elle a saboté. Moi, je veux dire, j'ai lu les livres, et même en lisant les livres, je m'étais dit, mais la meuf, qu'est-ce qu'il y a? Elle est en descente d'MDMA sur le troisième tome, et elle a le seum. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, enfin, voilà. Il n'y a rien qui va. Je vais finir la série parce que j'aime bien finir et que je suis con, mais voilà. Je veux dire... je connais ce sentiment. Non mais voilà, je veux dire, je peux commencer une série, je la finis. Mais voilà, je veux dire, cet été. C'est con. Oui, non mais il est con aussi. Je suis con de finir la série parce qu'il y a des fois, c'est vraiment. Non mais tu vois, par exemple, cet été aussi, tu vois, j'ai lu une trilogie de livres, c'est la trilogie d'Atlas, et dès le premier tome, en fait, j'ai pas aimé. Sauf qu'en fait, je suis con, donc j'ai lu le tome 2 et j'ai lu le tome 3, et à la fin du tome 3, je me suis infligé genre 1500 pages de livres. Ça m'a énervé, j'en ai eu marre. Et puis en fait, c'était des livres qui se voulaient philosophiques, mais qui étaient aussi philosophiques que ton oncle Dédé à 4h du matin dans un PMU avec 5 grammes dans chaque bras. Et j'étais, mais pourquoi je fais ça? Je pourrais arrêter, mais je continue. C'est de masochisme. Ça s'appelle la drogue. Du masochisme. Ouais, j'aurais bien aimé, ouais. J'aurais bien aimé, mais bon. Tu disais quoi, Sarah? Du masochisme tout court. Enfin bon. Oui, du super masochisme. Enfin voilà. C'est encore autre chose. Et j'ai utilisé ma première semaine de vacances parce que, si je parle pas de tueur en série, on va dire Sophie, là c'est un appel à l'aide, cligne des yeux si tu nous envoies un truc. J'ai regardé un documentaire sur Netflix hyper intéressant sur Monique Olivier, où en fait alors Monique Olivier... Alors Monique Olivier, c'était la femme de Michel Fourniret. Et petite anecdote, l'année dernière, quand on est parti au mariage de Fred, donc sur les routes de Belgique, on est passé par Charleville-Mézières. Oui, non, mais c'est trop ça. En fait, on est passé vers Charleville-Mézières. Et en fait, quand j'ai vu cette ville, j'étais genre... Ah! Et mon mec, il fait, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi Charleville-Mézières? Je dis, mais c'est là où il y avait Michel Fourniret et tout. On était en train de rouler sur des cadavres de gens. Mon mec avait envie de sauter de la voiture sur l'autoroute. Enfin, je veux dire, pour moi, j'ai fait du tourisme de tueur en série en allant en Belgique. Donc voilà, je veux dire, j'étais contente. Donc voilà. Et en fait, pardon. C'est le seul truc qui retient de ton mariage. C'est ce que je suis en train de dire. Charleville-Mézières qui est même pas en Belgique. Et la magnifique robe de Sarah aussi. Bref. Et donc, en fait, Netflix a fait tout un... Et donc, du coup, parce qu'elle a attrapé la parole. Netflix a fait une série sur Monique Olivier en fait, sur tout en fait, sur son histoire à elle, sur comment elle a été liée au meurtre de Michel Fourniret et tout ça. Il y a son avocat qui parle aussi, et depuis que je ne déteste plus les avocats de la défense et que je les écoute parler pour avoir vécu un procès pas ouf, en fait il a des propos qui sont lui aussi hyper intéressants parce qu'il il a défendu sa cliente, mais il ne l'excuse pas, et c'est ça aussi qui est super intéressant. Et c'est une série qui est en 4 ou 5 épisodes d'une heure, donc ça se regarde. Moi j'ai regardé ça en une journée, donc je dis j'ai utilisé ma première semaine, mais en fait j'ai regardé ça en une journée. Et vraiment j'ai trouvé ça
hyper intéressant où on voit vraiment Monique Olivier, c'est plus juste la femme d'un tueur en série, c'est quelqu'un qui a participé activement, qui a fait des trucs pas ouf, et voilà, si les tueurs en série vous intéressent, ça peut être pas mal. Et pour finir, j'ai lu le dernier Camilla Lackberg qu'elle a écrit avec un pélo, j'ai oublié son nom. Henrik, voilà, avec lui là. Et ben j'ai détesté parce que je trouve que Camilla Lackberg en fait et ça me fait mal de dire ça parce que Sarah le sait, je l'aime, c'est vraiment une autrice que j'adore, j'ai lu tous ses livres, je les ai tous, dès qu'elle en sort un je l'achète parce que c'est vraiment pour moi c'est la reine des livres, voilà, des romans policiers suédois et déjà son dernier Erika Falk, j'ai trouvé que c'était pas bien, que c'était je suis tellement bon public que moi généralement je mets toujours je découvre le tueur, j'ai pas eu le temps de deviner, je veux dire, je suis tellement prise dans l'histoire que j'essaye pas de deviner qui est qui, vraiment je me laisse porter. Et là en fait dans le dernier livre qu'elle a fait sur Mina et Vincent, merci, tu sais, vraiment j'arrive plus avec les prénoms, et ben en fait j'ai trouvé tout de suite qui était le tueur, enfin, un des tueurs, et vraiment j'ai trouvé que on est à quasiment 700 pages. Il y a énormément de remplissage, c'est pas très intéressant. La fin, alors, pour le coup, le vrai twist de fin m'a un peu mis sur le cul, mais sinon, je trouve que c'était vraiment. J'ai entendu Sarah crier. Hein. Moi aussi, mais c'était 3h du matin, je pouvais pas crier, mais vraiment, j'ai été. Je n'ai pas entendu crier une fois, j'ai entendu crier 3-4 fois. Il doit compter sur ses doigts quand même. Mais voilà, moi du coup j'ai été assez déçue et je me suis dit là il est peut-être temps qu'elle fasse une pause et qu'elle revienne peut-être j'ai pas trouvé que c'était des livres qui étaient motivés comme d'autres ont pu l'être, je veux dire Mina et Vincent, les deux premiers, j'étais vraiment waouh, ok d'accord, c'est vraiment un autre truc, c'est vraiment hyper intéressant. Là tout ce qui était sur leur tic et tout, j'ai trouvé que c'était vraiment, c'était trop et voilà, j'ai pas trouvé que c'était une réussite. Tout comme donc voilà, c'était mon été. Je trouve que j'ai même pas envie d'en parler, c'était de la merde. Le film il durait 1h30, j'ai dormi 45 minutes, je veux dire, je me suis réveillée, j'ai pas compris ce que je regardais, je me suis rendormie quoi. Pareil. Je me suis endormi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et Apo à côté elle était genre c'est trop bien et tout, on était 5 dans la salle, l'autre elle était genre c'est génial et tout, mais qu'est-ce que je regarde là? Donc ouais non, les Schtroumpfs j'en parlerai pas, c'était pourri. Voilà. Sarah. Eh ben moi je vais rebondir sur le Camilla Lackberg, puisque du coup parmi les 2 livres que j'ai eu cette année, il y a ce livre que j'ai lu très rapidement d'ailleurs en une semaine et que moi j'ai adoré pour le coup. Mais comme je disais, parce qu'on en a parlé avec Sophie, je pense que je suis beaucoup moins intransigeante qu'elle et beaucoup plus bon public avec ma quantité de livres lus annuels, j'ai pas un niveau très exigeant. Après, c'est vrai que moi j'aime bien la série Vincent Mignon. Donc c'est une Camilla Lackberg, elle a en gros 2 grandes séries connues dans ses livres, avec un personnage récurrent qui est Erika Falk. Et pour la première fois, elle a introduit une écriture avec 2 autres personnages. Donc elle a écrit 3 livres et elle a coécrit ce livre avec un mentaliste qui s'appelle Henrik Sell. Je sais plus comment il s'appelle. Henrik quelque chose. Et donc du coup lui et dans le bouquin, un des persos c'est justement un mentaliste. Et donc en gros il y a plein de trucs hyper intéressants sur le mentalisme et tout. Moi j'ai déjà été à un spectacle de mentalisme puisque j'ai été voir comment il s'appelle le mec hyper connu là, Mesmer, voilà, j'ai été voir Mesmer, alors j'y croyais pas du tout, puis quand je me suis retrouvée debout en plein milieu du Grand Rex avec le bras comme ça, ma vision a changé du truc quoi. Pour les gens qui nous écoutent, j'ai levé le bras. Et ça c'est de l'hypnose, c'est pas du mentalisme. Bah, il est mentaliste lui et il fait aussi des trucs d'hypnose. Mesmer, non? Ou je me gourre? Pour moi, Mesmer, il est hypnotiseur, mais il est pas spécialement mentaliste. Eh bien, dans ce cas, j'ai pris un mauvais exemple. Toujours est-il que je déteste les mentalistes, c'est pour ça que je par des trucs un peu comme ça, tu vois, de gens qui arrivent à deviner les trucs. Et donc moi, j'ai beaucoup aimé Mirage, donc le troisième tome, qui effectivement a un énorme twist à la fin qui m'a fait hurler. Il y a pas mal de choses qui m'ont fait hurler tout au long du livre, mais le twist de fin était quand même hyper intéressant parce que pour le coup, je l'ai pas du tout vu venir. C'est une des rares écrivaines où je ne vois pas les choses venir en fait. C'est pour ça que j'aime bien lire ses livres parce que moi, j'arrive souvent à deviner ce qui se passe et pas avec elle. Donc là, j'ai été assez surprise.
Après, moi, mon été, il a été... j'ai eu un peu de temps, donc j'ai aussi pu regarder pas mal de choses. Des choses de qualité, des choses de moins bonne qualité, mais assumées. Et j'ai décidé de vous parler des trucs de moins bonne qualité, puisque le premier truc que j'ai regardé dès que j'ai pu avoir un petit peu de temps, c'était Trainwreck Poop Cruise. C'est important de parler de ce petit documentaire. Alors Trainwreck sur Netflix, c'est des espèces de mini-documentaires qui durent 1 heure, qui sont en 1 ou 2 épisodes, sur des choses qui se passent un peu dans la... soit d'actualité, soit de pop culture, soit... Donc il y a plein d'épisodes différents. Il y a un épisode sur le vrai projet X, il y a un épisode sur le gamin qui s'est envolé dans l'espèce de truc montgolfière chelou là et qui a failli mourir. Enfin voilà, il y a plein d'épisodes comme ça. Et il y a un épisode notamment sur cette espèce de croisière de la mort où des gens se sont retrouvés bloqués sur un bateau à cause d'un incendie, donc un énorme bateau Costa, enfin je sais plus quelle était la marque du truc, et avec des problèmes notamment d'égout et d'évacuation. Et littéralement, Poop Cruise porte très bien son nom. Et donc voilà, c'était hyper drôle. Enfin, vraiment, c'est des trucs à la con. Les gens sont morts dans la merde, quoi. Les gens ne sont pas morts dans la merde, mais les gens ont dormi dans la merde et c'était quand même hyper drôle à regarder. J'espère qu'ils ont fait une reprise de Footloose avec Poop Cruise. Je pense que ça pourrait faire une bonne chanson. Non, ils sont pas faits, mais c'est vrai qu'ils auraient dû. Toujours dans les trucs de qualité, j'ai aussi regardé, toujours sur Netflix, la petite micro-série documentaire sur The Biggest Loser. Biggest Loser, c'est une émission de télé-réalité très connue de NBC qui a duré, je crois, une dizaine d'années, qui était vraiment leur plus gros succès à l'époque, leur plus gros show. NBC, au début des années 2000, tu avais The Apprentice, tu avais ça, tu avais Fear Factor, en fait, et ils régnaient sur ça. Ouais. Et moi, je regardais à l'époque vraiment assidûment toutes les semaines. Le principe de Biggest Loser, c'était en gros des personnes extrêmement obèses qui arrivaient sur ce show et la personne qui perd le plus de poids gagne $1 demi-million. Et on parle de gens qui ont vraiment énormément de poids, etc. Et donc ils sont suivis par un médecin, ils sont suivis par des coachs. Et en fait, cette télé-réalité à l'époque avait vraiment avait eu un impact sur la culture, et même aux États-Unis, où il y avait eu vraiment, même au sein des entreprises, des challenges Biggest Loser, des trucs. C'était énorme, pour choisir un mot qui va bien avec la série. Et le problème, c'est qu'évidemment, il y a des conséquences de voir tous ces gens. Alors, ça a motivé énormément de gens aussi à perdre du poids, parce qu'en fait, des gens qui sont obèses, morbides, qui voyaient des personnes en face à la télé réussir à perdre du poids en faisant beaucoup de sport, en faisant de l'alimentation, ça les a motivés. Donc ça, c'était un peu le côté positif du truc. Sauf que le côté négatif, c'est qu'il y a des gens, la plupart de ces participants ont repris du poids, ont repris voire le double. Il y avait des trucs vraiment pas ouf. Et donc en gros, le documentaire là retrace un petit peu l'histoire de la prod. Donc il y a des producteurs, il y a des coachs, il y a vraiment, c'est assez intéressant la façon dont ils ont fait ça. Et puis il y a d'anciens participants évidemment. Donc si vous regardiez le show, franchement le docu est pas mal. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre aussi? Je regarde la petite liste. Ginny et Georgia saison 3, je vais en parler rapidement. J'ai bien aimé. Maintenant, je supporte plus les 2 personnages principaux. Voilà, je continue à regarder pour tous les autres personnages parce que je ne peux plus supporter Ginny et Georgia. Elles me gonflent, vraiment, les deux, l'une comme l'autre. Je roule les yeux à chaque épisode. Elles sont vraiment insup. Donc, j'ai regardé, mais franchement, la fin était en plus hyper décevante. Tout ça pour ça. Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment nulos. Et j'ai découvert... Olivier qui est en train de crever à côté. J'ai découvert Paradise, la série sur Disney+, que j'ai regardé un petit peu après tout le monde parce que Aurélia, ma pote, me l'a conseillé. Extrêmement agréablement surprise par cette série, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Pour le coup, en termes de twist, c'est hyper intéressant. Quand on regarde le trailer, on a l'impression que c'est une histoire de président qui est mort et une enquête sur pourquoi le président est mort, qui l'a tué et tout. Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout ça. Et c'est par le mec qui a fait la série avec This Is Us, pardon. Et franchement, c'était vachement bien, ça se regarde assez vite. Donc je la conseille aussi pour ceux qui veulent regarder. Et le dernier truc dont je voulais parler, c'est Niqab. Niqab, on en entend beaucoup parler en ce moment dans l'actualité. Donc c'est un groupe de rap irlandais qui fait du rap gaélique.
et qui évidemment, en plus d'être extrêmement doués d'un point de vue musical, ils sont aussi extrêmement engagés. On a entendu parler d'eux récemment dans l'actu pour leur position pro-Palestine, notamment. Et en fait, NICAP a sorti il y a eu un film sur eux. Moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Il y a eu un film sur eux qui a été d'ailleurs pas mal boycotté en termes de distribution en France, puisqu'il y a énormément de cinémas qui n'ont pas voulu programmer le film à cause des prises de position pro-palestiniennes du groupe, ce que je trouve complètement débile, mais voilà, c'est comme ça, c'est la France. Le film est hyper intéressant parce qu'en fait, ça retrace l'histoire du groupe et ils jouent leur propre rôle. Et moi, ça, je ne savais pas. C'est-à-dire que je suis allée voir le film, et puis en sortant du film, j'ai réalisé qu'en fait, ce qu'on a vu, c'était vraiment les mecs du groupe. Et c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est un film hyper fun, hyper intéressant, hyper bien monté. Les mecs sont... ils sont géniaux, honnêtement. Ils se prennent pas la tête. Et... Ils sont vraiment très drôles. C'est des sales gosses, vraiment. C'est vraiment des sales gosses. Mais... je les adore. Le groupe, donc c'est deux jeunes et c'est un mec DJ qui en fait à la base était prof et c'était un des profs de la ville et c'est pour ça qu'il a un masque en fait parce qu'au début il voulait pas qu'on sache que c'est lui, puis ensuite ça a été assumé et tout. C'est des gros drogués, hein, ils assument d'ailleurs beaucoup ça. Et si vous connaissez pas leur musique, c'est vraiment génial. Moi j'ai découvert aussi le rap gaélique, alors c'est pas facile pour apprendre les paroles, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. En tout cas, pour les paroles en anglais, on y arrive. Et ils sont vraiment... je pense que c'est vraiment le groupe le plus anti-establishment que j'ai écouté depuis Rage Against the Machine. Voilà. Donc, si vous avez l'occasion de les écouter, allez-y. Et si vous avez l'occasion de voir le film, franchement, faites-vous plaisir. En plus, ça dure 1h30, je crois, 1h20. Ouais, et puis ça passe en 2 secondes. C'est hyper bien foutu. C'est très fun. Il y a vraiment un côté Trainspotting... dans la manière de faire, enfin c'est ultra inspiré de Danny Boyle, donc vraiment sur la forme c'est hyper facile à regarder quoi. Voilà. Ok, très bien. Je vais enchaîner si vous me permettez. Moi, c'est vrai que niveau cinéma, j'ai vu des trucs pas top, hein, les Schtroumpfs par exemple, voilà encore une fois, mais j'ai vu The Naked Gun, donc qui a été un flic pour sauver le monde. Je l'ai vu donc 2 fois, comme ça j'ai pu le voir en VO et en VF. On peut le voir aussi. Voilà, donc film que j'avais un peu peur, hein, faut bien avouer, mais même malgré les noms niveau réalisateur et la distribution. Clairement, quand ils ont annoncé le truc, on était tous là à se dire c'est une très mauvaise idée. Ouais, ben c'est surtout qu'on avait des mauvais souvenirs de ce qui s'était passé dans les derniers films qui n'étaient pas vraiment au top. J'ai beaucoup ri, je suis sûr que j'ai loupé plein de trucs parce que comme en l'ayant vu 2 fois je fais merde, ça j'avais pas vu par exemple le truc des flics où il est marqué to serve, to warm and to serve, donc voilà, plutôt que pour protéger et servir, là c'est réchauffer et servir. Je trouvais ça déjà assez drôle. Je l'ai vu dans les 2 trucs pour avoir une excuse pour le voir 2 fois, mais aussi pour voir les vannes au niveau des dialogues. Et en fait, dès le départ, le titre du film, ce n'est pas un spoil, hein, voilà, il est écrit avec des lettres qui arrivent très fort sur l'écran. Donc The Naked Gun qui s'écrit, en fait il n'y a pas assez de place et il vient rajouter le N un peu à l'arrache. Et bien en fait, y a-t-il un flic pour sauver le monde? En fait, la blague marche pas trop. Ils essaient de le faire, ça marche moyen. J'étais là, je fais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Et en fait, c'est en le voyant en VO, je me suis dit ah oui, ok. Donc voilà, ça marche bien dans les dialogues, mais il y a certaines choses qui ont un peu souffert de l'adaptation, mais ça reste même tout à fait regardable. Hein. Enfin, moi j'ai vu des aberrations dans le sous-titrage quand on a vu le film en VO. Hein. Honnêtement. Mais en fait, en VO, dans le sous-titrage, il y avait des aberrations que tu n'as pas dans la version parlée en fait. Ouais. Donc je comprends pas. Les ravages de l'IA, ça. Hein, pardon. Les ravages de l'IA, je pense. J'ai l'impression. J'ai l'impression, ouais, sans doute. Mais en tout cas, le film, j'étais vraiment très 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 satisfait. J'ai vu vraiment 2 jours de suite et je rigolais et je pleurais de rire toujours au même truc. Il y avait des blagues potages qu'on voyait venir depuis très 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 loin.
mais il y en a d'autres qu'on n'a pas forcément vu venir et qui étaient absolument savoureuses. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est très méta. Il y a un moment très méta dans le film qui dit exactement ce qu'est le film et qui dit en gros, bah voilà, c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. C'est ça. C'est vraiment ça. Mais c'est un héritage des As. Tout en faisant quelque chose de différent, de personnel et de respectueux. Et puis ce genre de film. Je trouve ça très réussi de ce point de vue-là parce que c'est hyper casse-gueule ce qu'ils ont fait. Bah, c'est surtout que c'est un genre qu'on ne voit plus. Parce que justement c'est très casse-gueule. Et surtout, ils n'ont pas été chercher à te faire un film qui dure 2 heures, 2 heures et demie. Non, c'est un film qui dure 1h20 à tout casser. Et c'est très très bien. Et il y a de bons clins d'œil. Il y a vraiment tout un tas de trucs qui sont très bons. Et Pamela Anderson, elle est absolument géniale dans son rôle. Liam Neeson aussi. Franchement, voilà. J'en entendais pas grand chose, mais il est vraiment très 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 drôle. J'ai vu le Bad Guys 2, le dessin animé. J'avais beaucoup aimé le premier, le deuxième aussi. J'ai vraiment bien aimé son scénario. Ça prend pas les enfants pour des cons, et ça c'est quand même vachement rare niveau dessin animé, n'est-ce pas les Schtroumpfs? Encore eux, hein, ils reprennent une balle directement. Non, je vous insulterai pas comme ça parce que franchement là, ce film-là, autant j'avais vu les autres qu'il y avait eu avant, tout ça qui était relativement drôle. Celui-là, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, mais vraiment. Paris est assez réveillé pour comprendre les vannes, donc. Il y en a pas vraiment. Et j'avais vu aussi The Materialist. Avec Pedro Pascal, hein, à nouveau, toujours là, Dakota Johnson et Chris Evans. Voilà, merci, tu m'as tué les oreilles. Et presque. Ce qui vient de se passer. Non, il y a juste Mathieu qui a crié. Mathieu qui a crié. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé le film. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Voilà. Et puis franchement, c'était vachement bien joué, vachement bien écrit. Et puis c'est une bonne surprise. Ouais, sinon, moi, pardon, tu disais Sarah? Je disais, c'était vraiment très cool. Bah ouais, moi je savais pas à quoi m'attendre. Ça a surpris personne que ça allait être très très cool. Hein. Ben moi si. Je pense que c'est totalement. pas du tout le cinéma pour les gens qui ont vu Past Live, ça n'a quand même rien à voir. Oui. Ouais, mais elle est trop forte. On le savait. Il y avait un casting de malade. Bon. Ouais, mais ça peut être casse-gueule. Par exemple, le côté humour du film, qui était pas du tout là dans Past Live. Hein, donc, moi, j'ai toujours les souvenirs des films, les New Year's Eve, etc., où t'avais un casting de fou et en fait, finalement, t'avais rien derrière, quoi. Ouais, et puis le piège aussi quand tu commences avec parce que Past Live c'était quand même un petit film, pas non plus, et de se retrouver ensuite propulsé dans la machine hollywoodienne avec du budget, avec un gros cast et tout, ça peut être très vite casse-gueule. Ah oui, et je pense qu'elle s'en est effectivement très bien sortie, quoi. Ouais, clairement. Et sinon, moi j'ai passé quand même beaucoup de temps à jouer parce qu'en fait, je m'y retrouve beaucoup plus là-dedans. J'ai sur le Steam Deck, j'ai changé mon émulateur pour jouer aux vieilles consoles et aux vieux jeux. J'ai mis RetroDeck parce que l'interface est quand même vachement cool et ça marche super bien. Et je refais des jeux PlayStation, je refais des jeux Mega Drive que j'avais pas fait, soit que j'avais plus fait depuis longtemps et avec grand plaisir. Mais je fais pas que ça, je fais aussi des jeux pas encore tout à fait sortis, hein, notamment un jeu qui m'a fait j'ai mis un petit message sur Blue Sky, donc c'est Go Way Back. Ouais, c'est ça, c'est Go Way Back. C'est un jeu de survie où en gros tu n'as pas de carte, de mini-carte où on te dit où tu dois aller, ce que tu dois faire, etc. T'es en plein milieu de la toundra, en Bohème, c'est ça? Ouais, c'est ça, en plein milieu donc avec de la neige, et en fait tu sors de ta petite cabane, tu dois aller rechercher le point pour appeler de l'aide, et tu dois te débrouiller avec une boussole et rien d'autre. En fait, comme je le disais sur Blue Sky, hein, j'ai pris ce qu'il fallait pour sortir, je suis sorti sous la neige, je me suis dit je vais aller tout droit pour voir ce que je pouvais trouver. Je me suis retourné pour retourner à la maison. En fait, non, j'ai pas réussi à la retrouver. Je suis mort de froid en essayant d'allumer des brindilles enneigées avec un petit briquet. Donc voilà, mort con. 10 sur 10 le jeu, quoi. Absolument génial. Sinon, Fabledom aussi, c'est un jeu de gestion de petits villages, sauf que c'est avec les contes et merveilles. Donc en gros, tu peux avoir des dragons qui viennent voler au-dessus de ton petit village, et c'est tout mignon. C'est tout un peu en espèce de
pâte à modeler. J'avais eu pas très cher et j'ai trouvé ça très très cool. Et je pense que j'en avais déjà beaucoup parlé, mais vous vous souvenez que Dorf Romantique, j'y avais beaucoup joué sur PC. Et en fait, on m'a offert le Dorf Romantique Duel, le jeu de plateau. Donc c'est le jeu où tu dois faire on va essayer d'empiler des petites cases de villes, etc., de construction, mais en 1 contre 1, et en fait c'est juste diabolique parce que la moindre petite connerie tu la vois et tu sais que tu vas perdre. Et puis je me fais ramasser, mais j'aime ça. J'aime ça, c'est vraiment drôle. Donc Dorf Romantique, si vous aimez les jeux de gestion et de construction de villes très paisibles, mais en 1 contre 1, et tu peux aussi jouer apparemment en coop, il y a une petite variante, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est très cool. Voilà, sinon beaucoup de jeux, et j'en reparlerai d'un juste après. Florian. Oui. Le basque. Oui, c'est enfin moi, donc je vais essayer de faire très très vite parce qu'il y a encore Mathieu qui n'a pas dit ses recos et on en partage une en fait, donc je sais pas comment ça se goupille. Donc je vais faire vite. Donc avant-dernier numéro, j'ai parlé du fait que j'avais commencé et beaucoup apprécié la saga Donjon, donc scénarisée par Johan Sfar et Levi Strondheim et illustrée par bon nombre de personnes. Donc il y a 60 albums, j'ai beaucoup avancé parce que ça se lit très très vite et très bien. J'ai notamment en fait j'ai pris pour curiosité de commencer les 2 sous-séries en fait qui sont littéralement aux antipodes de la saga en fait, qui sont 10 000 tomes en arrière de la timeline normale où le donjon est à son zénith et un gros flash forward, donc antipode plus, donc 10 000 ans ou 10 000 tomes dans le futur, puisque dans le donjon l'unité de temps n'est pas l'année, c'est le tome. Et donc ils ont largement le temps de faire beaucoup de tomes, et je dois dire que c'est vraiment ce que je souhaitais souligner. Il y a eu très peu de ratés, mais pour l'instant il y a eu que 2 albums de Antipode moins, qui est donc vraiment donc la jeunesse de la jeunesse du donjon, donc qui n'a vraiment aucun ni ancêtre des personnages normaux ni rien. Et c'est vraiment Antipode moins. Pour l'instant, le fait qu'il y ait 2 albums sans suite de prévu, c'est assez frustrant parce que c'est littéralement une des sous-séries qui m'a le plus surpris, déjà par son style, et aussi parce que ça prend pas du tout ça prend pas du tout en fait le parti pris d'elfes ou d'orques ou des personnages lambda que tu pourrais suivre dans leur quête en fait pour aboutir à des fondations du donjon ou à des fondations de grandes cités, etc. Non, pas du tout, c'est un gros délire où en fait ce sont 2 animaux domestiques, 2 chiens, l'un d'un orc et l'autre d'un elfe qui se foutent sur la gueule, et en fait les 2 meurent à la bataille, et tout l'album en fait vont être eux qui vont plus ou moins essayer de retrouver leur maître. Donc c'est l'incroyable voyage version Heroic Fantasy, version totalement n'importe quoi. Et en fait, l'album s'appelle L'Armée du Crâne parce que la dernière page, tu apprends que c'est le duo qui se surnomme l'Armée du Crâne, en fait. Donc façon badass, ce qui est extrêmement drôle. Donc c'est vraiment... c'était vraiment même au niveau que ce soit au niveau visuel ou au niveau scénaristique, ça n'a rien à voir avec le reste de la série, mais vraiment en bien. Et c'est ma petite critique, c'est que du côté Antipode plus, donc vraiment la partie post-apocalyptique, donc avec vraiment qui se passe dans une version, on va dire, post-apocalyptique façon Terminator du monde du donjon. Il y a des personnages qui sont beaucoup plus antipathiques, et malheureusement c'est cette série qu'ils ont décidé de poursuivre en 2025-2026 avec la bagatelle de 2 ou 3 tomes de plus, alors que c'est très très axé sur l'action, c'est très axé sur un style qui se rapproche beaucoup plus des comic books d'action contemporains, ce qui est... On y perd un tout petit peu au change par rapport au style des autres séries donjons en fait, qui sont beaucoup plus BD franco-européenne, BD franco-belge, et par ailleurs, comme les personnages sont plus antipathiques et que on va dire que
ça, on se rapproche beaucoup plus aussi des clichés un tout petit peu des films d'action et des films, enfin même des films post-apocalyptiques. Il y a beaucoup moins ça y perdre au change, mais apparemment c'est pas le point de vue de Sfar et Trondheim qui ont décidé de s'engouffrer dans cette brèche. Donc je saurais que trop vous recommander de lire Antipode Moins, c'est les 2 tomes existants, donc L'Armée du Crâne et sa suite. Donc ça c'est pour la partie donjon. J'ai également fini la première partie des albums des Formidables Aventures de Lapino, également de Lewis Trondheim. Il me reste juste le 10e en fait tome de la série originale, parce qu'en fait il a repris la série Lapino pour faire donc les nouvelles aventures de Lapino depuis 2017. Il y a beaucoup de choses où en fait, en lisant les Formidables Aventures de Lapino, en fait, je m'attendais à ce que ça soit quelque chose de très très humoristique. Or, ce sont, on va dire, des comédies dramatiques avec des animaux à la place des hommes, mais c'est très axé comédie romantique avec voilà des personnages urbains un tout petit peu leur névrose. Et la grosse surprise, c'est que j'ai lu le premier tome de Lapino qui s'appelle Lapino et les carottes de Patagonie, qui est un des plus gros tomes auquel je me suis attaqué cet été, qui fait littéralement 500 pages, et c'est 500 pages avec vraiment un style heroic fantasy et tout, mais en gros où Trondheim disait qu'en fait c'était totalement expérimental, qu'il savait pas comment dessiner, mais qu'il s'est mis à faire un récit très très cadavresque. Et là on a le Lapino en fait tel que je me le renvoyais, c'est-à-dire vraiment un personnage littéralement de conte, un tout petit peu bêta, où en fait sa quête principale c'est d'aller à l'ambassade de Patagonie acheter des carottes magiques, et en fait il va jamais pouvoir le faire parce qu'en fait il y a toute une apocalypse qui va lui tomber sur la gueule. C'est extrêmement long, c'est pas forcément toujours très très réussi, mais c'était un gros trip d'avoir 500 pages avec autant de sous-intrigues, avec tout en noir et blanc, avec voilà un style très très minimaliste et tout. Et j'ai beaucoup plus kiffé qu'une certaine partie des albums de Lapino, on va dire, qui étaient assez surprenants, mais qui finalement étaient assez plan-plan. Et par contre, il y a un hors-série dans les aventures de Lapino qui s'appelle Top Ouf, qui met en scène donc un des potes de Lapino en fait, qui est un chat. Et Top Ouf, en fait, ça c'est une véritable réussite dans son genre. Donc là aussi, je vous recommanderais moins les albums de la série originale et l'album indépendant Top Ouf, où du coup on peut le lire sans forcément avoir ni la connaissance de Lapino parce qu'il apparaît pas dans cette aventure, ni les autres personnages. Donc ça c'est voilà, donc j'ai passé tout un été avec à lire, on va dire une bonne trentaine de tomes faciles comme ça. Et côté série, j'ai vu les saisons 2 et 3 de The Magicians. Je vais aller très vite. J'arrive toujours pas à me dire si cette série est recommandable ou pas. Tout simplement parce que c'est pas une série avec des personnages ou avec un cast qui est très très attachant. Par contre, j'ai pris un pied absolument énorme parce que c'est un énorme divertissement c'est un divertissement de SF, et c'est surtout ça va très très loin, à la fois dans la noirceur mais aussi dans le potentiel, et on sent aussi des scénaristes qui veulent non seulement se faire plaisir mais aussi donner du plaisir aux acteurs à incarner ce qu'ils font. Donc c'est une série qui déjà adaptée d'une série de bouquins de Lev Grossman, où il y a beaucoup d'inspiration à la fois des séries de SF, à la fois des séries de genre qui sont venues avant elle, qui avaient vraiment des personnages torturés, voilà, comme voilà tout le Buffyverse, tout Angel et tout. Donc on sent des scénaristes qui ont vraiment digéré leur influence, mais qui veulent vraiment servir du divertissement vraiment trash. Donc je peux pas dire que ça soit tonalement le genre de série qui va plaire à tout le monde, parce que c'est souvent très trash, les arcs partent littéralement dans tous les sens en fait. Donc quand il y a un arc qui menace de s'effondrer, en fait, il rajoute un twist totalement sorti de nulle part. Donc c'est vraiment et c'est vraiment une série qui va en s'accélérant, donc en donnant vraiment à la fois des traumas, mais aussi des bons points à chacun de ces personnages. Mais vu que l'univers est extrêmement retors, en fait, on finit par se prendre au jeu. Donc moi, je pense que je vais aller au bout de la série, et
malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que personnellement, il m'a fallu à peu près 1 saison et demie pour m'accrocher, donc je me suis quand même pas mal accroché, parce que la première saison, je pensais qu'il y avait pas mal de problèmes de ton. La deuxième, en fait, je vois un tout petit peu plus là où ils veulent en venir. Donc c'est plus une série à explorer, notamment lors d'un marathon, qu'une série vraiment à découvrir uniquement avec sa première saison. Donc faites-en ce que vous voulez. Et j'ai également vu les 3 premiers épisodes de Alien Earth, donc je sais pas si pour le coup Mathieu veut d'abord dire ce qu'il en a pensé, ou si tu veux... Non, à toi l'honneur, vas-y. De toute façon, je vais pratiquement rien en dire, donc n'hésite pas. Alors, c'est de Noah Hawley, qui est le créateur et showrunner de Legion, donc la série d'après la franchise X-Men avec Dan Stevens, qui était déjà sur FX, qui a duré 3 saisons, et les 5 saisons de Fargo. Donc on lui donne un énorme canevas, un gros tournage en Thaïlande, des acteurs vraiment des poids lourds type Timothy Olyphant, qui revient sur FX après donc son rôle de Raylan Givens dans Justified, donc c'était vraiment le gros événement de l'été, à la fois pour FX mais aussi pour Disney+, donc depuis qui a été lancé il y a une petite dizaine de jours. Là il y a 3 épisodes qui ont été diffusés, et pour moi, même en étant beaucoup moins fan de la franchise Alien par rapport à certains de mes compères podcasteurs, en fait, j'aime beaucoup les premiers volets de la saga, mais j'ai pas une énorme affinité. Et le fait que Noah Hawley, sa spécialité, on l'a vu avec Fargo, c'est d'essayer de réinventer, de se réapproprier tonalement quelque chose qui logiquement serait totalement intouchable en fiction, parce que Fargo, c'est les frères Cohen, c'est ce casting-là, c'est ce ton-là, c'est limite inadaptable, c'est un peu comme si tu t'adaptais à une série de bouquins qui était réputée inadaptable, hein. Et malgré tout, il a réussi 5 fois d'affilée à en faire vraiment des concepts et des choses qui à la fois en tiennent la route, mais aussi à avoir des personnages et des coups de casting vraiment absolument fascinants. Malheureusement j'ai pas vu tout Fargo, mais les quelques saisons de Fargo que j'ai vues, vraiment j'étais vraiment assez stupéfait en fait de certains épisodes et de certaines tournures. C'est vraiment du très bel ouvrage. Donc je partais plutôt confiant dans le fait qu'il sache un tout petit peu trouver une porte d'entrée dans la saga Alien. Et en fait, le problème avec la série, c'est que elle introduit, en fait, de la manière dont je le vois, c'est un mash-up entre, d'un côté, l'imaginaire alien, donc avec le vaisseau, donc avec les vaisseaux et vraiment le clair-obscur et la photographie qui est très très bien reproduit du film original de Ridley Scott, le bestiaire qui a été amélioré avec des petites bébêtes Lovecraftiennes que moi je trouve dégueulasses, mais en fait quand tu les vois en action, tu te demandes en fait si c'est fait un tout petit peu pour appâter le chaland. Pour l'instant je vois pas trop l'intérêt. Et de l'autre côté, tu as une intrigue vraiment d'enfants surdoués dans des corps de synthèse, où en fait tu as une espèce de baptême du feu, en fait, où ils vont se retrouver plus ou moins à avoir une mission de sauvetage lorsque un vaisseau avec plein de bébêtes aliens se crache dans une ville entièrement contrôlée par une multinationale qui s'appelle Prodigy, qui est plus ou moins contrôlée par, on va dire, une version netto de Harry Styles. En fait, c'est un tout petit peu ce que ça m'a fait l'acteur qui l'incarne. Et du coup, le problème avec cette série-là, c'est que pour l'instant, au niveau du gore, le compte n'y est pas forcément, à part dans quelques scènes du 2e et du 3e. Les dialogues ils sont pas forcément, et à part 1 ou 2 personnages et 1 ou 2 acteurs, notamment en fait le seul survivant entre guillemets humain, enfin en gros c'est un synthétique en fait, donc c'est un androïde qui est incarné par un excellent acteur british qui s'appelle Babou Cizé. Babou Cizé, clairement, dans les scènes que j'ai vues du 3, il le joue clairement très très au-dessus de la mêlée. Donc il y a à la fois des problèmes d'avoir trop de personnages, d'avoir
pas assez forcément de thématiques fortes et résonantes. Pour l'instant, c'est très axé sur l'action et l'exposition, donc c'est pas forcément très très fort. Et voilà, donc malgré toute la production, pour l'instant, je reste un tout petit peu à la porte. Donc pour moi, même si je vais aller jusqu'au bout de la saison, puisque voilà, il y a pas mal de critiques qui sont quand même assez bonnes, qui ont vu la grosse majorité de la saison, je reste quand même un tout petit peu sur ma faim, surtout venant de ce créateur-là, donc je recommande encore une fois Legion et Fargo, qui sont infiniment supérieurs créativement à ça. Voilà, j'ai fini, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, mais Mathieu, je pense qu'on va terminer ce premier épisode avec toi et ton retour sur l'été, du coup. Ouais, j'en perds ma voix, alors que j'ai pas parlé depuis 1h20, à part que j'ai crié sur Chris Evans. Non, pour compléter Alien Earth, en vrai, j'ai pas grand chose à en dire parce que j'ai vu les 2 premiers épisodes et j'avais hâte d'en parler dans le podcast. Mais je vais en parler bien moins que notre cher confrère Florian, parce que je me suis un peu fait chier devant. Je trouvais les épisodes interminables, je les ai chacun regardés en 3 fois, ce qui n'est pas de très bon augure. Et j'ai pas, je capte un peu ce qu'ils veulent faire avec l'idée d'avoir à la fois des synthétiques, des humains, des tout robots, des entre les deux, etc. Mais on s'y perd. Il y a trop de personnages, une scène sur 2, je comprends pas ce qui se passe. Et les combats et les scènes gore sont assez expédiés pour le moment. Je sais pas s'ils ont un problème ils peuvent pas être au plus de moins de 12 ans ou quelque chose comme ça. Non, clairement c'est plus de 16, donc s'ils veulent du gore et s'ils veulent des jumpscares, ils peuvent les mettre. C'est que là pour l'instant c'est totalement raté. Je comprends pas pourquoi ils les mettent pas. Enfin, après moi je suis pas du tout un puriste d'Alien. Je pense qu'il y en a ici qui vont hurler, mais mon préféré est le 1, mais après j'aime beaucoup Romulus et les autres je les aime pas. Donc je suis très Alien Horror et j'ai pas mon compte. Donc je pense que je suis pas la cible. J'étais très hype, mais je vais en rester là, je pense, parce que j'y trouve pas mon compte du tout. Voilà. Sans l'avoir analysé plus que ça, parce que j'ai rien compris. Après, je vous avoue que tout ce que est cinéma, je le garderai pour la prochaine fois. Vu qu'on est en fin d'épisode, je vais juste garder les bêtises que j'ai vues cet été. J'avais eu beaucoup de temps. J'ai finalement vu peu de choses, mais j'ai vu beaucoup de merde et j'ai gavé mon cerveau de merde. C'était fantastique. J'ai passé plusieurs semaines dans ma famille. Ils m'ont détesté. Ils ont voulu que je reparte. T'as fait la Poop Cruise, c'est pour ça? Ouais, c'est ça. Non, en vrai, mon point Drag Race n'est pas très très intéressant. J'ai fini All Star 10 qui avait commencé très très haut, qui a fini extrêmement bas. C'est vrai que plus on monte, plus on peut s'effondrer. Et en un épisode, ils se sont effondrés, ils n'ont jamais réussi à se relever. All Star France, j'ai pas grand chose à en dire, honnêtement. Il y a la finale cette semaine, c'est cool, on va aller fêter ça et puis on passera à autre chose. Mais j'ai vu 3 trucs. Il faut que je vous en parle parce que vraiment c'est des pépites. J'ai commencé un classique que je ne voulais pas commencer parce que je savais que si je tombais dans le trou, ça allait être la fin. Je regarde la dernière saison de Project Runway. J'ai fait la même. C'est fantastique. C'est l'erreur à faire. C'est fantastique. Parce que là, je me dis, je vais envie de me taper les 20 saisons précédentes et tous les All-Stars et toutes les versions internationales. Donc là, on est... parce que c'est un All-Star et donc on est en plein dedans, c'est cool. Le truc avec Tyra Banks, non? Je crois pas. C'est le truc qui était présenté par Tyra Banks. Non, c'était America's Next Top Model, non? C'est America's Next Top Model avec Tyra Banks. Oui, ouais, c'est ça, ouais. Là, Project Runway, c'est 10 couturiers qui doivent faire une tenue par épisode. C'est Heidi Klum. Et surtout, dans cette saison, il y a Law Roach. Et donc, Sophie, si tu aimes moins les saisons de Drag Race parce que elles sont méchantes entre elles, je t'invite fortement à regarder Project Runway parce que c'est une dinguerie. C'est des connards entre eux. Quand ils font des belles tenues, les juges sont très contents. Quand ils font des tenues moyennes, c'est un alignement et c'est horrible. C'est du bravo. C'est hyper cringe à regarder. C'est formidable. C'est le Roach, il n'en rate pas une, hein. J'aime trop l'amour, moi, pour ça, tu vois, de la saison que je t'ai parlé là, de
de UK versus The World, en fin de compte, elles n'étaient pas si bitchy que ça les unes avec les autres, et c'est ça que j'ai aimé. C'était très gentil. Alors que quand je regarde des saisons américaines, elles sont, j'aime pas. Voilà, mais là, c'est ce que je t'ai dit en fait. Pire que Drag Race, c'est génial. Non, mais c'est ce que je te disais dans les messages qu'on s'envoyait à 3h du matin pendant ma semaine de vacances. C'est les Américains ont une façon de gérer les compétitions, genre Ink Master, ils en finissaient à limite se taper dessus avec des marteaux. Et moi, c'est ça qui me pose problème, c'est qu'il n'y a aucune bienveillance. Et c'est pour ça que du coup, j'aime toutes les autres. J'ai regardé d'autres saisons de Drag Race, et ben j'ai préféré parce qu'il y a un minimum de bienveillance entre les gens qu'il n'y a pas aux États-Unis en fait. Ah oui, concrètement. C'est ça. Mais bon, ça aux États-Unis. Hein. C'est assez jouissif à regarder en même temps. Un peu de télé-réalité américaine, parce que c'est par rapport à la version française, c'est ça, ils sont très violents entre eux, quoi. Mais... Ça dépend de télé-réalité après, hein. Love is Blind. Oui, bien sûr. Et là, c'est vraiment pas le pire, hein. Mais on regarde plus pour les... Oui, mais l'avantage, c'est que ça dure moins longtemps que la version française. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que c'est trop bien d'avoir des épisodes de 40 minutes. On peut regarder plusieurs, ça fait plaisir. Après, on va se l'avouer, hein, pourquoi on a commencé la saison de Project Runaway, c'est parce qu'il y a une ancienne queen de Drag Race dedans dans la saison de cette année, c'est tout. Voilà, soyons honnêtes, disons-le, on commence tous pour la même raison. Hein. Utica est dans cette saison et... Oh là là. Elle brille. Elle est magnifique. Voilà, elle s'est fait voler toutes ses victoires, c'était insupportable, mais c'était très bien. Sinon, autre télé-poubelle que je regarde, pareil pour une raison obvious, elle est présentée par Michel Visage, donc co-présentatrice et co-judge de Drag Race. Plastic Surgery Rewind, où le concept est des stars qui ont fait trop de chirurgie esthétique et qui réfléchissent à ce qu'elles veulent faire marche en arrière. Ouais. C'est très drôle. Vraiment, c'est un peu Real Housewives meet les émissions de Extreme Makeover. Voilà, des trucs comme ça. Voilà, c'est drôle en bitchant avec des copines et en faisant autre chose en même temps, c'est parfait. Et surtout, tout mon été a été rythmé par une catastrophe merveilleuse que je n'avais pas beaucoup regardé dans ma jeunesse. Je n'avais vu que peut-être une demi-saison qui était, j'ai eu de la chance, la meilleure cet été-là. Je suis tombée dans Secret Story. Ne faites pas ça chez vous. Ça risque pas, j'avoue. Parce que là, c'était formidable. C'est-à-dire que j'ai regardé 3 épisodes. Je me suis dit, c'est de la merde. Et à partir du 4e, j'étais lancée. Et là, ça a duré tout l'été. Et tous les jours, j'étais devant ma télé à regarder les quotidiennes et à supporter mes petits préférés. Et c'est vraiment nul. Mais on s'attache à eux. Et en fait, je trouve que peut-être que si j'ai autant aimé, c'est parce que ça me manquait d'avoir des séries que je retrouve toutes les semaines ou avec des personnages qui grandissent assez vite. Et ben là, vu que je suis, même s'il se passe concrètement rien dans un épisode, mes petits personnages chaque jour, et on les voit grandir et former des teams et s'engueuler, etc. C'était très fun, et surtout de suivre en même temps les débats sur Twitter et sur TikTok. J'ai retrouvé un peu ce que vous avez dans Le Meilleur Pâtissier et ce genre d'émission, et c'était magnifique. Voilà, je ne sais pas si je reviendrai l'année prochaine, car il faut avoir énormément de temps à perdre, mais je l'avais et je suis très content de l'avoir fait. Voilà, c'était une magnifique perte de temps. Voilà. Et ça va terminer cet épisode. Je vais le titrer une magnifique perte de temps. Ouais, magnifique. Le titre de cet épisode sera une magnifique perte de temps. Voilà, ça va être génial. On sait bien se vendre, c'est beau. On sait se vendre, hein. C'est très poétique. Merci à vous d'avoir pris le temps pour cet épisode spécial, parce que c'est la rentrée, donc tout le monde était là, donc forcément beaucoup trop de choses à dire, beaucoup trop de choses à partager. Avec nos petits cartables, effectivement, ou comme la photo que j'ai vue, mon petit ange retourne à l'école, et c'était une photo d'un gremlins avec un cartable, donc je me suis dit ça c'est parfait, c'est vraiment ça. C'est exactement ça l'idée. Donc dès la semaine prochaine, on revient avec le format un peu plus classique, donc avec des recos, etc. Là ici, on va en garder un petit peu sous le pied quand même, hein, histoire de ne pas tout brûler tout de suite. Et puis je pense que là, en parlant de brûler, il y a quelques personnes, je dirais pas leur nom, qui sont apparemment brûlées. Voilà, ça n'a même pas 40 ans et ça souffre. N'est-ce pas? Les vieilles personnes. Les vieilles personnes, là. Il y en a, ils ont pas eu de vacances, hein. Genre.
Genre, c'est une excuse. Ouais. En tout cas, voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, toujours sur Twitch, YouTube et après sur les podcasts. Et on vous souhaite donc une bonne rentrée, une bonne semaine, de bons trucs culturels et surtout... Bonne journée. Même lui marche. Même lui, il a fonctionné dès le premier coup. Bon, c'est beau. Je pense qu'on est maudit pour la semaine prochaine, c'est sûr. On sera pas là, nous. Ah, voilà.